Va, si us sembla, anirem a començar amb la inauguració, diguem-ne, oficial de les jornades Miravisions. De fet, ja fa 6 anys que celebrem a Juneda el Miravisions. De fet, es diu aviat, perquè quan vam començar en plena pandèmia l'any 2020 no sabíem massa per on ens portaria això, però ara ja podem dir, i de fet crec que ho repeteixo cada any, però és així, que l'últim cap de setmana de setembre Juneda es converteix en la capital del fotoperiodisme. De fet, ara mateix acabo de visualitzar una escena que sempre és gratificant, que és veure com dos fotoperiodistes que segueixen i que d'alguna manera cadascú mira la feina que fa l'altre s'han desvirtualitzat ara aquí, a la porta, i això també és un dels objectius del Miravisions, ser un punt de trobada entre els diferents fotoperiodistes dels països catalans. Com sempre, és un plaer ser a Juneda i enguany crec que viurem algunes de les taules que seran molt interessants perquè, per exemple, una de les que viurem avui és una conversa entre fotoperiodistes de diferents generacions. És a dir, que les veus més veteranes d'alguna manera dialogaran amb els més joves i, per tant, compartiran aprenentatges i maneres de veure també la fotografia entre diferents generacions. Aquest és l'objectiu del Miravisions, que aquí tothom pugui compartir durant un cap de setmana experiències i la manera de fer i de treballar de diferents generacions. Com veureu que hi ha diferents plantejaments de taules al llarg del dia, esperem que de fet la proposta sigui interessant per tots els que hi avui assistiu, però també volia aprofitar aquest moment d'inaugurar les jornades per fer un esment d'un fet que vam viure ahir, perquè avui justament no ens pot acompanyar, i és el reconeixement enguany amb el Premi Miravisions d'Honor a Ricard García Vilanova. Ell avui no ens ha pogut acompanyar per una qüestió de feina, però ahir sí que el vam tenir al camp inaugurant aquesta exposició que d'alguna manera és una selecció de la seva trajectòria, de la seva obra, i que per tant per nosaltres, per tota l'organització, també és un plaer que ahir pogués ser amb nosaltres. Una altra de les coses que viurem avui al vespre serà l'entrega del Premi Miravisions i he de dir que enguany el jurat el que es va trobar justament és una realitat del que és el fotoperiodisme i és que la majoria dels treballs o gran part dels treballs que es van proposar eren fotografies sobre la dana al País Valencià. De fet, la fotografia guanyadora és justament un treball sobre la dana. I això també és una manera de veure, o nosaltres creiem que és així, és veure que realment el fotoperiodisme que nosaltres premiem és també el que retrata el que passa arreu dels països catalans i per tant també és un orgull que alguns dels treballs premiats siguin també d'avui del País Valencià i que un any després serveixi d'alguna manera aquestes fotografies per fer una denúncia d'aquella feina que encara no s'ha fet al País Valencià per recuperar la plena normalitat. He de dir que, però, enguany hem de començar aquestes jornades amb un record molt especial a un fotoperiodista que ens acompanyava cada any i que ens va deixar fa poques setmanes. Ell és del Pep Companys, fotoperiodista d'aquestes terres, que a més també era col·laborador de La Mira i, per tant, Pep, allà on siguis, una abraçada molt sincera. Si us sembla, jo no em volia allargar més, però sí que volia, d'alguna manera, demostrar una cosa que ens fa molta especial il·lusió a La Mira i és que enguany hem començat aquesta relació amb Catalunya Internacional i que ens permet avui tenir un fotoperiodista com el Gils, que és el que farem ara la primera sessió inaugural, que tot just ara després us presentaré, però que és un orgull també que no només aquells periodistes de casa nostra tinguin un espai al Miravisions, sinó que també puguem tenir avui una veu de fora reconeguda com ell i que ens podrà també mostrar els seus treballs i els seus aprenentatges. No em vull allargar més, però abans sí que vull fer un agraïment molt especial a tot l'equip de La Mira que any rere any fa possible que el Miravisions sigui una realitat. Són molts mesos de feina i per tant també voldria fer aquestes paraules d'agraïment per fer-ho possible. Ara donaré la paraula de seguida a l'Aina Camí, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Juneda, i ho faig agraint un any més a l'Ajuntament pel seu suport sempre des d'aquestes 6 edicions per fer possible el Miravisions i per també oferir-nos un espai com el camp, on si ahir no heu tenit l'oportunitat de fer-ho, avui podreu anar a veure aquestes 3 exposicions que vam inaugurar ahir, la del Ricard García Vilanova, l'exposició que mostra tots els treballs guanyadors del Premi Miravisions
i també aquesta exposició feta pel nostre cap de fotografia, en Jordi Borràs, que mostra les diferents festivitats d'arreu dels països catalans, una explosió de colors, de llum, que mostra també la gran riquesa que té aquest país. Per tant, moltes gràcies també a l'Ajuntament per ser-hi cada any i per fer possible el Miravisions. Gràcies a tots per ser-hi, esperem que gaudiu de totes les activitats proposades i comença ara la 6a edició del Miravisions. Bé, doncs, bon dia a tothom. Per mi és un goig poder-vos donar la benvinguda en nom de l'Ajuntament, però també en nom del poble de Juneda, i fer-ho per tercer any consecutiu. Crec que per mi és un honor poder estar amb professionals també com vosaltres. Aquest cap de setmana crec que és una joia perquè a més de poder inaugurar les jornades de fotoperiodisme, podem compartir-les amb la inauguració de les 3 exposicions que, com ha dit la Magda, vam inaugurar ahir al camp, que és el Centre de les Arts i la Memòria de Ponent, i que si ahir no vau tindre l'oportunitat de vindre, sí que us convido a passar aquest cap de setmana, aprofitant que ja us tenim a casa. Sapigueu que avui hi serem de les 12 a les 2 de migdia i de 4 a 6 de la tarda i també de 12 a 2 de migdia, per tant, si teniu l'oportunitat, hi sereu més que benvinguts i benvingudes. Jo amb això de la Mira he fet com una mica de sort, crec, perquè com a regidora i com a vilatana de Juneda, perquè cada any hi ha hagut una exposició que m'ha interpel·lat a nivell personal. Mira, jo, a part de tots aquests títols tan llargs que em van donar com a regidora quan vaig entrar a l'Ajuntament, el que més m'agrada i el que m'ajuda a alentar Juneda sempre és al final viure-la des de dins i seguir fent vibrar el teixit associatiu i seguir fent créixer aquest sentiment de pertànyer i de comunitat. I de totes les associacions de les que formo part, una és que soc diable dels Rojos de Junta, que som els Diables de Juneda, i per tant l'exposició del Jordi Borràs em va interpel·lar a nivell personal perquè crec que és una mirada, a part de crítica, sí que és compromesa i valenta amb aquest món festiu, però que és un món que al final és el que fa viure el patrimoni català, que som la identitat, i és la cultura, i és aquest sentiment d'identitat i una altra vegada de pertànyer. I crec que pertànyer és un sentiment que possiblement és el més important de tots. Pertànyer a un col·lectiu, podeu ser els fotoperiodistes, però pertànyer també a una casa, a una nació, a una comunitat. Dit això, enhorabona a tothom, tant per les jornades com per les exposicions, i us dono un agraïment i és que us ho dic super sincerament, en nom de Juneda, per seguir confiant en nosaltres, per triar-nos, perquè és un goig poder-vos obrir les portes de casa nostra i que seguiu confiant per posar Juneda al mapa i que entre tots seguim fent créixer les jornades i les exposicions i que al final és un sentiment de germanor ja, amb la Mira. Així que gràcies a tothom, llarga vida al Miravisions i visca la cultura. Moltes gràcies, regidora. T'esperem al vespre, també, aquí, a l'entrega de premis del Premi Miravisions. Doncs ara, si us sembla, ja començarem amb la primera, jo crec que serà una classe magistral del fotoperiodista Francesc Gils Fabier. A més, he de dir que amb aquesta col·laboració que ara deia amb Catalunya Internacional, que enguany ens ha permès portar-lo avui al Miravisions, hem aconseguit també una col·laboració amb la Universitat de Lleida. De fet, ahir, aquesta classe magistral que avui tindrem aquí, d'alguna manera en petit format també es va fer amb estudiants de la Universitat de Lleida que van aprofitar la seva classe de fotoperiodisme per compartir una estona d'aprenentatges amb ell. Per tant, està bé que el Miravisions sigui aquest cap de setmana a Juneda, però també tingui una pota, per exemple, en aquest cas ahir, amb la universitat. És una manera també que els estudiants de fotoperiodisme aprenguin de les primeres espases. Per aquells que no coneixeu el Gils, ell ha estat vinculat des de l'any 1981 amb el diari Liberació. De fet, ha col·laborat en moltes altres capçaleres, però que és on ha treballat gran part de la seva trajectòria. A més, va fundar l'agència Avui, el Festival de Fotografia Imagins Singulars. Ell ha treballat una de les coses que aquí al Miravisions hem vist durant moltes edicions, que és la fotografia, sobretot documental. Jo crec que ara ens mostrarà també part del seu treball fotogràfic que ha fet sobretot sobre el conflicte nord-irlandès. És un treball que ell ha titulat Belfast
i que d'alguna manera intenta, i ho veureu ara amb algunes d'aquestes fotografies, mostrar una mirada molt humanista del que hi ha als marges de la societat. Ho fa a través d'aquest conflicte i jo crec que ara podreu veure també amb el seu treball. Només una indicació per poder funcionar bé. Aquells que heu agafat la traducció simultània, al número 1 hi haurà el català, al número 2 hi ha el francès, per tant, si us atreviu amb el francès perquè el domineu molt, podreu seguir-ho, si no, a l'1 tindreu la traducció simultània per escoltar tot el que ens expliqui ara el Gils. Per tant, sense més dilacions, escoltem-lo amb ell, que és qui té coses interessants a dir. Gràcies i comencem. Bonjour à tous. Merci de cette invitation et de l'accueil particulièrement chaleureux que vous m'avez fait. Je ne sais pas quel honneur me vaut ça, mais je suis un journaliste et un photojournaliste assez atypique parce que maintenant j'ai derrière moi 50 ans de photographie et je m'aperçois que plus je vieillis, plus ma photographie évolue, plus elle change. Donc elle ne ressemble pas du tout à ce que je faisais au début. Je suis passé d'une forme assez photojournalistique à une forme beaucoup plus documentaire au début des années 90 et ensuite à une forme assez nihiliste, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de règles maintenant dans ma photographie. J'espère qu'on verra cette évolution dans cette petite projection. Alors, au début des années 80, quand j'ai fini mes études de photographie, qui ont vraiment été très courtes, 6 mois, j'avais ce romantisme-là de devenir photojournaliste, de voyager, de dormir dans des bons hôtels, de rencontrer plein de gens, de gagner de l'argent, etc. Donc je me suis dit, je vais devenir journaliste, mais je n'avais pas beaucoup de propension à l'écriture, donc je me suis dit, je vais faire de la photographie, je vais devenir photographe de guerre. Et à l'époque, j'étais abonné à un magazine qui s'appelait Objectif Reporter, et on expliquait que la guerre la moins chère pour les jeunes photographes, c'était Belfast. Donc, comme j'avais peu d'argent, je suis parti à Belfast, en bus, à l'époque. Et je vous montre un petit peu ce travail-là. Alors, c'est un travail qui déjà est très décalé par rapport à l'actualité, parce que j'avais pas d'accréditation au début, j'avais juste une lettre de libération. Et donc, j'ai décidé de rester longtemps et de ne pas m'occuper trop de l'actualité, mais de m'occuper plutôt des gens et comment les gens dans cette ville très mortifère à l'époque vivaient le conflit. Donc toutes les photographies, en fait, elles viennent de la rue. Je me levais très tôt le matin, je marchais, et certains jours, je rentrais sans avoir fait une seule photo intéressante, et puis d'autres fois, j'en avais plusieurs. Donc c'était vraiment au hasard de la rue que s'est construite cette histoire qui finalement a duré une trentaine d'années. Et à Belfast, les murs, j'ai l'habitude de dire que les murs parlent, parce qu'il y a beaucoup de slogans politiques. Et dans tous mes reportages, c'est quelque chose qui m'a interpellé, qui m'a intéressé. Quand il y a un conflit, finalement, le conflit se retrouve souvent installé sur les murs. Et c'était une drôle de situation à Belfast, puisqu'il n'y avait pas de... C'est pas une guerre en tant que telle, mais le matin on se réveillait et un catholique avait été tué par un protestant dans la rue. Le lendemain, un protestant avait été tué par un catholique, une bombe explosait, et c'était... il y avait une tension permanente sans qu'on voit grand-chose finalement. Et petit à petit, j'ai tissé des amitiés particulières avec des gens et je me suis retrouvé un petit peu à mon insu
impliqué avec un groupuscule que les Anglais appelaient terroristes. En fait, je dormais chez des gens qui étaient des terroristes sans le savoir, parce que j'étais très jeune, je n'avais pas décrypté toute la situation politique. Mais finalement, ça m'a beaucoup servi, parce que j'ai compris après que dans un conflit, c'est toujours important de prendre parti, de ne pas être objectif, en fait. Et moi, j'aime bien ça, j'aime bien les gens qui ont un parti pris, par exemple, le conflit à Gaza, en ce moment, c'est difficile de ne pas prendre parti, mais dans plein d'autres situations. Et donc, je travaillais très léger, j'avais un seul appareil, un Leica, et des films dans ma poche, une veste de l'armée espagnole, c'est drôle, c'était les moins chers sans doute et les plus efficaces. Ça, ce sont finalement les gens chez qui je dormais sans savoir qui ils étaient. Et c'est la première photo un petit peu d'actualité que j'ai fait là-bas et qui m'a servi après pour monter un petit peu l'échelle dans la profession. Alors Belfast, c'est une ville étrange parce que la ville, elle est coupée. Il y a toujours, d'ailleurs maintenant, un petit peu moins, mais toujours environ 400 ou 500 murs qui séparent les quartiers catholiques des quartiers protestants, qui sont les quartiers républicains et loyalistes, en fait. Hein. C'est la même connexion. Et donc, quand on est catholique, eh ben, en général, les choses ont changé maintenant, mais jusqu'à l'année 2000, on évitait d'aller dans un quartier protestant. Et tout ça se passait en Europe. Hein. Donc c'est assez absurde. Mais finalement, maintenant, je retourne à Belfast parce que j'ai toujours des amis. Le parrain de mon fils, c'est un républicain de Belfast. En fait, il y a un moment où on a les deux pieds dans la situation quand on reste très longtemps. Et finalement, il n'y a plus de différence entre le travail et la vie. Et finalement, si je dois retenir une leçon de ma vie de photographe, c'est que photographe, pour moi, c'est pas un métier, c'est un état. C'est-à-dire que je suis jamais photographe et toujours photographe. Je ne conçois pas la vie sans faire des photos, même si j'en fais pas tous les jours. Ça, j'aime beaucoup ce genre de situation parce qu'il y a cette peinture murale sur le mur qui est assez violente, enfin, qui est très violente. Et puis finalement, souvent les photographes qui sont dans la salle comprendront, on reste devant ce dessin et on se dit il va finir par se passer quelque chose. Et on attend un quart d'heure, 20 minutes, et cette personne vient avec les poubelles et finalement elle n'ouvre même pas, tellement qu'on devient une partie du décor. Et j'aime beaucoup travailler dans ces conditions-là. Voilà pour Belfast. Je vais un peu vite parce que Laurent m'a donné une deadline et donc je ne veux pas prendre du retard sur le programme de la journée. Alors, toutes les années 80, de 80 à 90, on peut dire j'ai continué sur cette veine-là, c'est-à-dire je suis allé aux Philippines, je suis allé en Angola, j'ai fait des conflits, des choses comme ça, mais toujours avec un petit regard décalé. Et puis, à partir des années 90, un petit peu comme maintenant, il y avait beaucoup de photographes qui travaillaient. Il y avait beaucoup de travail aussi, mais pour me distinguer un petit peu des autres photographes, j'ai décidé de changer complètement ma façon de photographier. Et je suis passé à un format carré, au Hasselblad, pour les photographes qui connaissent. Donc c'est un appareil qui n'est pas du tout conçu pour faire du reportage, qui est très lourd,
qui paraît assez compliqué, qui fait un petit peu peur aux gens qu'on photographie. Et puis avec cet appareil, ben, je suis allé expérimenter. J'ai habité pendant un peu plus d'1 an dans une cité, on appelle ça une cité en France, un quartier défavorisé de Marseille, où j'ai vraiment, pendant plusieurs mois, eu beaucoup de difficultés à photographier parce qu'il y avait beaucoup de choses interdites par la police, les voitures qui brûlaient, les choses comme ça. Mais pendant plus d'1 an, j'ai tenu le coup et j'ai fait ce travail dans cette ville-là qui maintenant est un travail intéressant parce que finalement, on va dans les quartiers, dans ces quartiers-là, toujours quand il se passe quelque chose. Mais on n'y va jamais quand il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas aux gens, on s'intéresse aux gens que dans des situations d'actualité, de grandes difficultés. Moi, j'ai choisi d'aller voir qui étaient ces gens-là, comment ils vivaient entre eux et comment ils étaient, d'une certaine façon, solidaires contre le reste de la société qui les mettait au banc. Et donc, ça a pris plusieurs mois pour que les gens comme ça acceptent ma présence et acceptent que je les photographie. Mais je ne me suis jamais caché et j'aime beaucoup cet appareil avec lequel je travaille parce qu'on ne peut pas tricher, on a une frontalité. Ce n'est pas un téléobjectif, on n'est pas de loin, on ne se cache pas. On doit aller affronter la personne qu'on photographie, expliquer ce qu'on fait. C'était une cité où il y avait, disons, la moitié des habitants étaient originaires d'Afrique du Nord et l'autre moitié, c'était des gitans. Et cette cité, elle a beaucoup évolué. J'y suis retourné 15 ans après. J'ai refotographié une trentaine de personnes que j'ai retrouvées. Et mon idée, c'était d'aller... c'est une cité qui va disparaître un jour ou l'autre parce que c'est un petit quartier qui est entouré maintenant d'une faculté et d'autres univers de bureaux, d'usines qui sont en train de la grignoter. Et elle va disparaître. Et j'aurais aimé aller jusqu'à la fin de l'histoire. Mais il se trouve que maintenant, il y a beaucoup d'armes, des armes de guerre dans la cité, puisqu'il y a un trafic de drogue vraiment énorme. Et on ne peut absolument plus, même si on a quelques repères, photographier dans ce quartier. Donc vous voyez, c'est un mode photographique complètement différent de ce que j'ai fait avant à Belfast. Mais c'est un petit peu ce que je vous expliquais, c'est qu'en vieillissant, on change. Et la photographie qui nous habite, eh bien, elle change aussi avec nous. Et j'aime beaucoup photographier des gens qui n'ont jamais eu affaire à un photographe parce qu'il y a une espèce de... Ils sont un peu inquiets. Et j'aime beaucoup ce petit moment dans le portrait qui permet au photographe de prendre un petit peu le dessus sur son modèle. Et j'aime aussi beaucoup savoir ce que deviennent les gens. J'aime bien cette photo parce que c'était un moment particulier. Et quand je suis retourné dans la cité une quinzaine d'années après, j'ai retrouvé la trace de la petite fille à droite, là, Johanna, et qui finalement avait réussi à faire des études. Et elle allait passer son bac. Et le petit garçon, il avait déjà 18 ou 19 ans, il était déjà en prison, son frère. Le père était mort et la mère, elle avait un peu disparu du décor. Donc, nous, on ne fait que passer dans les situations, les photographes, mais c'est bien aussi, quand on a des relations un petit peu
plus complexe avec les gens, de savoir ce qu'ils deviennent. J'aime beaucoup. Voilà pour ce travail à Marseille. Et alors ce travail, il a eu beaucoup de conséquences pour moi parce que moi j'aime bien finir les histoires. Je suis très lent, mais j'aime bien mettre un point final aux histoires. Et il y a une exposition à Paris, à la Villette, dans un grand lieu. Et un réalisateur français que vous connaissez peut-être, Mathieu Kassovitz, qui est aussi un acteur, a vu cette exposition et m'a demandé, il préparait un film qui s'appelait La haine. Je ne sais pas, on connaît en Espagne La haine, ce film-là. C'est un film sur les banlieues. Il m'a demandé de travailler avant le film pour l'aider à trouver des repères dans la cité, des lumières, des choses comme ça. Et puis quand j'ai lu le scénario, qui était vraiment très particulier, qui correspondait vraiment à ce qui se passait dans les quartiers en France, j'ai demandé à travailler pendant le film, mais vraiment de façon complètement indépendante. Et c'est du documentaire, il y a un petit peu de documentaire fiction, c'est un objet très hybride. C'est un petit film qui dure... en fait, c'est le résumé d'un livre que j'ai terminé il y a 3-4 ans avec Kassovitz.
Voilà pour ce projet qui finalement a eu beaucoup de conséquences parce que le film a eu beaucoup de succès en France et il y a une grosse exposition qui a très bien fonctionné où on a distribué en fait, pour moi c'était vraiment un projet politique. Je voulais que les jeunes en France comprennent, décortiquent un petit peu le rapport avec la police qui était très tendue dans les quartiers, le racisme et tout ça. Et donc c'était une exposition où il y avait beaucoup d'images en très grand format pour essayer de recréer la banlieue. Et on avait en distribution sur les murs 50 images que les gens pouvaient prendre gratuitement. Et derrière chaque image, il y avait un slogan politique. On avait fait un gros travail avec des amis un petit peu. On avait cherché des textes sur la banlieue, sur le racisme, sur la drogue, etc. Et c'était intéressant parce que souvent j'allais chez des amis et ils avaient les photos au mur, mais parfois c'était pas la photo, c'était le texte. Par exemple, je me souviens d'un texte absurde, c'est un écrivain français qui avait dit les statistiques sont formelles, il y a de plus en plus d'étrangers dans le monde. Et quand on voit des choses comme ça sur un mur, chez un adolescent, on se dit que bon, peut-être on n'a pas été complètement inutile. Alors, on passe à un mode complètement différent. Donc toutes les années 90, je les ai consacrées en dehors du travail, où on m'envoyait un petit peu partout travailler, pour mes travaux personnels à la France. Donc j'ai fait plein de choses autour du monde du travail, des gens modestes, etc. Et puis, au début des années 2000, j'ai décidé de recommencer à travailler un petit peu plus loin pour moi. Et j'ai commencé un travail sur l'esclavage. J'ai commencé par un travail au Bénin. Le Bénin, qui est un pays où il y a eu 4 à 5 millions d'esclaves qui ont été déportés souvent vers la Caraïbe, vers le Brésil. Et donc, il y a une partie du travail au Bénin. Et ensuite, je suis allé chercher des traces des descendants des esclaves au Brésil. Donc, c'est un travail qui est complètement différent, qui est vraiment un travail presque ethnologique. J'ai essayé de photographier de la façon dont les photographes travaillaient dans les années 30 ou 40. Voilà. Et ça a duré un peu plus de 10 ans, ce travail. Donc ça, c'est une plage au Bénin où on embarquait les esclaves. Il y a à peu près, ça s'appelle la plage du non-retour, 2 ou 3 millions d'esclaves qui ont embarqué de cette plage. Et après, j'ai cherché un village où on allait capturer les gens, parce qu'en finalement, c'était les rois noirs de la côte qui allaient capturer d'autres de leurs congénères et qui les vendaient aux marchands européens. Et j'ai trouvé un petit village dans le nord du Bénin, près du Nigeria, où je suis allé chaque année pendant presque 10 ans. Et j'ai alterné avec des voyages au Brésil. Donc ça, c'est le Bénin. C'est le village. Et j'ai mis plusieurs années à photographier. Ce que je voulais photographier, c'était les cérémonies vaudou, puisque c'était interdit. Et ça, c'est une cérémonie, c'est complètement absurde. C'est une secte vaudou qui vient rendre hommage au chef du village. Et l'offrande, c'est deux vieilles bouteilles de Coca-Cola. Dans un endroit où il n'y a pas de musique, pas d'électricité, il n'y a rien. Et donc, on se dit que... Peut-être là, je me suis dit que le monde n'allait pas bien. Ça, c'est une leçon de vaudou sur un mur pour un adepte. Le vaudou, c'est très simple, en fait. C'est un système binaire. Et si on connaît un peu la mathématique, on peut décrypter les divinations. Ça, c'est une cérémonie. Alors ça, c'est intéressant parce que, en fait, au Bénin, souvent, les gens de Côte d'Ivoire, tout ça, viennent capturer des enfants quand ils ont 7-8 ans, et ils les gardent tant qu'ils sont petits pour ramasser le coton. On peut dire que c'est des esclaves modernes. Et puis, on leur tatoue sur le bras, en général, l'endroit d'où ils viennent, et quand ils sont trop grands, on les renvoie dans leur village. Donc ça, c'était une esclave moderne. Elle a le nom de son village, en fait, sur le bras. Donc vous voyez, c'est une photographie qui n'a plus rien à voir
avec le reste, mais bon, c'était une partie de ma vie de photographe tout à fait passionnante. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça paraît très simple, mais c'est un paysan qui fait sécher son igname sur le bord de la route, et au milieu, il met un morceau de métal qui signifie que Ogu, le dieu du fer, de la guerre, de la chasse, protège sa récolte, et absolument personne ne va voler un morceau d'igname parce que tout le monde a peur. Voilà pour le Bénin, et ensuite je suis allé au Brésil. Donc le Brésil est très différent. Je dirais presque que le Brésil, c'est une Afrique qui a eu de la chance parce que la nature est beaucoup plus riche, la mer aussi, il y a beaucoup de poissons. Et j'ai essayé de partir sur les traces des esclaves là-bas. Donc ça, c'est un temple dédié aux esclaves. Ça, c'est une fille d'esclave. J'ai travaillé aussi sur les cérémonies dans les favelas. C'était très long aussi pour donner confiance aux gens. Bon, cette image, elle ressemble tout à fait à une image qu'on peut faire au Bénin. Ça, c'est un petit peu les origines de la capoeira au Brésil, dans une favela. Ça, c'est une cérémonie, on appelle ça le candomblé. Le vaudou au Brésil, c'est à Bahia, c'est le candomblé. Et ça, c'est le syncrétisme, c'est-à-dire qu'on peut être catholique et en même temps prêtre vaudou. Voilà, ça c'est la fin d'une cérémonie. Voilà pour ce projet. Ensuite, je vais vous montrer deux projets assez vite que je suis en train de terminer. Alors en France, on a la chance, on en parlait tout à l'heure, d'avoir encore des structures, un ministère de la Culture qui, sachant que les photographes sont vraiment en difficulté financière, donne parfois des bourses, de l'argent pour des projets. Et l'an dernier, la Bibliothèque nationale en France a donné 100 bourses de 25 000 €. Donc c'est une belle somme à 100 photographes pour travailler sur ou pour terminer un projet. Et moi, j'ai décidé de terminer un projet sur la ville où je suis né. Saint-Étienne, c'est la ville du travail et du football. Et il n'y a plus de travail, toutes les usines sont fermées, et l'équipe de football, elle est en division 2, elle ne va pas bien non plus. Donc c'est un petit peu une ville, en français on dit la ville de la loose. Mais c'est les traces de mon enfance. Moi, je suis d'origine, ma famille est une famille ouvrière très, très modeste. Et donc, toujours les murs sont intéressants. Ce qui reste des usines, hein, l'usine, c'est ça, hein, c'est pas de la poésie. Hein. Ça, c'est une verrerie, une fabrique de verre. Des jeunes chômeurs. Des maisons de mineurs qu'on détruit parce que c'était aussi l'univers de la mine. L'usine avec l'équipe de football 1977 qui a perdu la Coupe d'Europe parce que les poteaux étaient carrés. C'est la légende à 7. Les poteaux étaient carrés et ils auraient dû gagner, mais comme les poteaux étaient carrés, ils ont perdu. C'est un petit peu cette ville qui cherche son passé. Les seuls jeunes travailleurs, c'est des migrants, en général. Ça, c'est un jeune migrant. Voilà, toujours la culture populaire, les majorettes, le foot. Un fils de mineur qui rend hommage à son père, d'une certaine façon. Et le tramway qui ne s'est jamais arrêté à Saint-Étienne. Et donc ça, maintenant, ça fait partie des projets... La façon dont je travaille maintenant, je travaille sur un projet. Quand il est fini, j'essaie de faire une exposition et un livre. Voilà. Et après, en général, la sphère médiatique récupère des images, fait un portfolio, fait des choses comme ça. Mais c'est ma seule relation finalement avec la presse maintenant.
Et là, une ville que j'aime beaucoup, dans laquelle je travaille et où je vais partir dans quelques semaines parce qu'il y a les élections présidentielles et que malheureusement l'extrême droite, les pinochistes sont bien partis pour reprendre le pouvoir, ce qui paraît complètement absurde. Et là, c'est une résidence, c'est un lieu où on m'a invité plusieurs années de suite, l'Institut français, un festival local, et où j'ai décidé d'investir du temps et par la suite. Et donc ça fait depuis 2014, j'ai fait 5 voyages, ça sera le 6e. Et après, je vais aussi faire un livre. Voilà. Donc c'est une ville, enfin, je ne sais pas, certains d'entre vous connaissent cette ville. C'est une ville absolument magnifique. Et là, je prends tout ce qui passe. C'est-à-dire, à la fois, ça peut être un conflit social, les traces du passé politique, toutes les idées. Ouais. Et j'y vais pour une dernière fois parce qu'il y a les élections, ça m'intéresse. Et aussi parce qu'il y a tout un mouvement féministe à Valparaiso que je n'ai pas du tout traité dans mon travail. Et se mélange aussi une partie de moi dans ces projets maintenant, c'est-à-dire que le soir, je travaille, je vais dans les bars, je rencontre des gens, je sors un petit peu de ma zone de confort et j'essaie d'optimiser absolument le temps qui me reste à photographier, parce que être photographe, contrairement à ce qu'on croit, c'est un métier de solitaire. Le soir, on est tout seul, on mange souvent seul. On est toujours inquiet un peu sur ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Mais bon, c'est une passion qu'on cultive et dont on ne pourrait pas se passer. Et quand on se promène dans la rue, on voit toujours des choses un peu spéciales. Moi, ça, je ne sais pas. Et Valparaiso, une bonne partie de la culture populaire est portée par des travestis. Et c'est très étonnant parce qu'ils font vraiment partie intégrante de la culture et ils sont pas vus comme des personnages particuliers là-bas. C'est un pays un peu schizophrène. À la fois, l'avortement est interdit et en même temps, on trouve des choses étonnantes dans la rue. Ça, je m'arrête sur cette photo, c'est une indienne mapuche et ça fait partie d'un projet que je mène parallèlement, c'est-à-dire que le soir, quand j'ai fini ma journée de travail, je ne suis pas sur mon ordinateur, je vais dans la rue, dans les cafés, j'essaie de rencontrer des gens et de les emmener dans ma chambre d'hôtel et de leur faire des portraits avec une lampe de poche, en essayant d'avoir une technique minimale. Et en fait, j'en suis à 150 portraits à peu près. C'est une partie un peu périphérique de mon travail. Toujours des images comme ça que je collecte dans la rue. Et ça, par exemple, j'aime beaucoup parce qu'en marchant, j'ai vu un couloir, je suis rentré et c'était un ouvrier comme ça qui avait fait cette espèce de sculpture d'Allende pour dire sa nostalgie un petit peu de ce passage éclair, de ce moment où tout le monde a espéré que le Chili allait changer. Et voilà. Et ça, c'est la dernière photo. Voilà. Laura, j'espère que j'ai respecté le timing. Ça va ? Ouais. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, je vais mettre le casque.
per dir que una mica el tema que em pregunto és... Espera, que m'escolto i m'estic... Ara. El tema que em pregunto és respecte a l'hora d'entrar en contacte amb els locals, ja sigui a Valparaíso o qualsevol altre lloc. Sobretot el tema del llenguatge, més enllà de la cultura, i que deies que passaves un temps esperant d'alguna manera que t'acceptessin, suposo que culturalment, però a nivell de llenguatge, a l'hora de la parla, sobretot, és una mica el que em preguntava com ho havies abordat i tot plegat. Gràcies. À Valparaiso, je parle un petit peu espagnol, mais j'arrive à me faire comprendre. Et finalement, il y a toute une partie de la population. Les jeunes, par exemple, ils sont tous anglophones. Avec l'anglais, on s'en sort très bien. On arrive toujours. C'est pas le problème principal, ça. C'est pas le problème principal. On arrive toujours à communiquer en n'étant pas agressif, en essayant. Moi, parfois, il y a des gens qui me disent non pour une photo, et je les comprends, parce que si quelqu'un dans un bar à 11h du soir me demande si je veux bien faire une photo, je ne suis pas sûr que je dirais oui. Peut-être même je dirais non. Donc je comprends les échecs, mais j'en ai peu en fait, parce que c'est une façon de se comporter, et surtout, ce que j'expliquais, c'est que l'appareil avec lequel je travaille, c'est vraiment, mon métier, c'est d'être photographe. Donc un photographe, il fait des photos, donc j'ai pas honte de faire des photos. J'essaie juste de rester, que les gens restent dignes dans ce que je fais, et qu'on ait un rapport d'égal à égal, et ça fonctionne assez bien en fait, ça. Je pense, mais chacun gère ça. Mais des fois, je me dis que j'aimerais bien faire le même métier sans faire les photos. C'est-à-dire être payé pour me promener, rencontrer des gens, boire des coups. Mais la photo, on doit passer par là. Et parfois, c'est vrai que je me sens un petit peu fourbe. Je me sens un petit peu... parce que je vois quelqu'un avec qui j'ai une belle conversation, qui devient presque un ami. Et moi, au fond de ma tête, je me dis, il ne faut pas que je le lâche sans avoir fait une photo. Et c'est ce côté-là, des fois, qui m'interpelle. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Hi ha algú? Pregunta. Gil, moltes gràcies, ha sigut una presentació magnífica. El teu reportatge de Marseille has explicat que vas estar pràcticament un any que no et van deixar fer fotografies. La pregunta és, anaves per Marseille amb la Hasselblad penjada perquè veies que eres fotògraf, o senzillament estaves per allà i després vas explicar que eres fotògraf? Alors, à Marseille, j'avais choisi... Le problème dans les quartiers, c'est souvent qu'il y a des grands mouvements de population. On y va une fois, on rencontre des gens et on revient, ils ne sont plus là. Là, j'avais choisi un quartier qui était un quartier fermé, où les gens étaient sédentaires, plus ou moins. Et non, je n'ai pas attendu un an avant de faire les photos, j'ai attendu 3 mois, mais je suis resté un peu plus d'1 an dans la cité. Et c'est vrai que pendant 3 mois, j'avais le Hasselblad apparent. Ce qu'il faut dans un quartier comme ça, c'est avoir trouvé très vite quelqu'un avec qui on sympathise et qui nous sert un petit peu quand il y a un problème, qui vient un petit peu au secours. Et je me souviens, j'avais rencontré un garçon qui s'appelait Jean-Marie, et je lui avais expliqué mon projet, tout ça, et c'était mon seul contact dans la cité. Quand j'arrivais, j'avais un vélo, je posais mon vélo chez lui pour qu'on ne le vole pas. Et puis Jean-Marie, je l'ai emmené au restaurant, un soir, à Marseille, dans le centre-ville, un restaurant mexicain. Et il n'était jamais allé au restaurant. Et il m'a demandé s'il pouvait, il a vu la carte, il m'a demandé s'il pouvait tout prendre, ce qu'il y avait sur la carte.
parce qu'il ne savait pas comment fonctionner dans un restaurant. Je lui ai dit, si tu prends tout, tu peux tout prendre, mais tu vas avoir du mal à tout manger. Donc il a pris 3 ou 4 plats. Et quand il est revenu dans la cité, il a expliqué qu'il est allé au restaurant. Et c'est devenu un peu quelqu'un d'important parce qu'il est allé au restaurant. Et après, cette personne-là, en fait, Jean-Marie, il m'a beaucoup aidé, il m'a protégé dans les cas où c'était un petit peu nerveux autour de moi. Et puis au bout de 2-3 mois, je commençais à désespérer un petit peu. J'avais fait vraiment des photos d'architecture, des trucs sans intérêt. Et il y a des femmes qui ont commencé à me demander de faire des photos de leurs enfants. Bon, ça ne m'intéressait pas, les enfants, mais j'ai fait des photos des enfants et j'ai fait des grands tirages. C'est de la photographie analogique, hein, donc j'ai dû développer les films. J'ai fait des tirages 24-30, j'ai donné les tirages aux enfants. Et puis après, les femmes ont dit « Oh oui, mais tu pourrais nous photographier aussi peut-être ». Donc j'ai commencé à photographier les femmes, je leur ai donné les tirages. Et puis un jour, il y a un type un peu caïd, un chef un petit peu de la cité qui est venu, qui s'est mis en face de moi et qui m'a dit « Ah ouais, mais toi, tu photographies les femmes et nous ?» Alors là, je me suis dit, ça y est, j'ai franchi une étape, donc j'ai commencé à photographier les durs un petit peu de la cité. Et puis je leur ai expliqué que souvent, il y avait des voitures qui rentraient l'après-midi, qui étaient démontées très vite, on mettait le feu, etc. Et je leur ai dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Mes photographies, elles ne vous enverront jamais en prison. Moi, c'est vous que je veux photographier, voir comment vous fonctionnez ensemble dans la cité, comment la cité s'organise, comment dans ce quartier, si vous n'avez pas de pain le soir, vous allez chez le voisin, il vous donne du pain. Et finalement, un lieu beaucoup plus solidaire que l'extérieur de la cité. Ouais, c'est comme ça que ça s'est construit. Mais l'immersion, comme ça, c'est vraiment de la patience. Et des fois, on désespère, mais il finit toujours par se passer quelque chose. C'est un petit peu le documentaire où dans le documentaire, le temps long, c'est une vertu cardinale du projet, quoi. C'est-à-dire, on attend que les choses se passent. C'est pas le journal télévisé où on dit aux gens, vous faites ci, vous faites ça, vous mettez là. Non, le documentaire, on attend et il se passe toujours quelque chose. Mais souvent, c'est pas la chose qu'on attendait qui se passe, mais il se passe quelque chose. Voilà. Doncs gràcies, Gil. Crec que ho deixarem ara aquí. Doneu-nos 2 o 3 minuts per acabar de canviar l'escenari i començarem ja amb la primera taula del matí, si us sembla. Val? Moltes gràcies.